Bonjour à toutes, bonjour à tous. Toujours en direct de cette matinale organisée par Décision Achat sur le thème des achats de prestations intellectuelles. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Romain Lopez. Bonjour Romain. Bonjour Geoffroy. On va parler d'un sujet dans l'air du temps. On a parlé un peu de plateforme tout à l'heure avec Cyril Mam et Gilles Collet. Là, l'idée, c'est de parler sur l'étape d'après, sur le VMS intelligent, et quels sont justement ces leviers de performance pour la direction des achats. Romain, la première question qui me vient à l'esprit, c'est où en est-on finalement sur l'adoption de ces plateformes VMS ? Alors, je vais commencer par retourner une question déjà. Geoffroy, si vous étiez acheteur ou directeur des achats et que vous disiez que vous avez un budget de 50, 100, 200 millions, voire plus, et que vous ne savez pas vraiment en fait comment vous le dépensez, qu'est-ce que vous me répondriez ? Ouais, c'est un peu compliqué, j'ai besoin de faire quelque chose. Voilà, donc c'est ce qui se passe globalement dans les entreprises qui ne sont pas encore équipées de VMS, et du coup ça empêche d'avoir des leviers pour les optimiser. Heureusement, on sent que ça va effectivement dans le bon sens. Nous, en tout cas, on le sent. On fait du VMS depuis plus de 10 ans. Et on sent, sur ces 2-3 dernières années, une vraie accélération des entreprises dans le fait de s'équiper d'un VMS. Donc un VMS, pour rappeler, c'est un Vendor Management System, une solution pour piloter les achats de prestations intellectuelles. En seulement 2 ans, alors qu'on fait ça depuis 10 ans et qu'on a vite travaillé avec des grands comptes, en seulement 2 ans, déjà notre base client a augmenté de plus de 50%. Donc on voit vraiment qu'on est sur un marché de l'équipement, un marché sur lequel les entreprises vraiment commencent à déployer leur premier VMS. Ça, c'est le premier constat. Et le second, c'est qu'on sent pour ceux qui ont été un peu plus early adopters, nos clients historiques, de vrais projets d'expansion, de vrais projets stratégiques autour de ce VMS. Ça peut passer par du déploiement international. J'ai un VMS déployé sur un périmètre français ou restreint. Je décide de l'exporter pour standardiser les pratiques au niveau européen ou global. Ça passe par de l'intégration ERP, donc je connecte mon VMS à mon système d'information globale, ou ça passe aussi par une croissance de périmètre. Par exemple, ça commence beaucoup par l'IT, souvent, la gestion des prestations IT, et on voit beaucoup de clients qui aujourd'hui étendent pour passer sur des périmètres non IT et gérer aussi des projets au forfait. C'est quoi aujourd'hui les motivations, la gâchette qui va pousser à l'acte d'achat ou au recours au VMS ? Ok, donc il y en a plusieurs. Le premier, ça va vraiment être déjà une pression, en tout cas une attente plus forte sur les achats au niveau de leur performance. Alors déjà, bien entendu, avec la conjoncture actuelle, les performances au niveau du pilotage, du contrôle des budgets, mais beaucoup plus que ça, aujourd'hui, la fonction achat vraiment se positionne comme un business partner. C'est ce qu'on attend de la fonction achat, et donc elle doit participer à la productivité, au développement de l'entreprise, et donc ça passe effectivement par des solutions et notamment la digitalisation. Donc les fonctions achats sont les promoteurs finalement de ce type de solution pour intégrer de l'IA, intégrer du pilotage, intégrer de la centralisation et la mettre à disposition finalement des fonctions opérationnelles. Le deuxième point, c'est que les dépenses de prestations intellectuelles, elles sont toujours en hausse, ça n'arrête pas. Le nombre de freelance a fait x10 en 10 ans. On est plus de 15 000 ESN aujourd'hui sur le marché français. Donc finalement, c'est plus une dépense anecdotique, c'est une dépense très importante. On peut plus se permettre de ne pas la piloter correctement, surtout qu'on sent qu'il y a beaucoup de choses à faire pour l'optimiser. Et le dernier point, c'est que pour la piloter, il faut une solution dédiée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une typologie, une catégorie d'achat qui est très complexe, d'ailleurs qui devient de plus en plus complexe. On vient d'en parler tout à l'heure, les différentes typologies de contrats, les centres de services, la manière de gérer un référencement, c'est très complexe. Derrière, on a un sous-jacent qui est une ressource, donc il y a des notions de rareté, des notions de seniorité. On doit vraiment se pencher sur le sujet de manière précise pour pouvoir bien le piloter, et on l'a vu, on a parlé aussi tout à l'heure du Covid. Typiquement, nous, ça a été un gros boom parce qu'au moment du retour au bureau, on fait aucune idée de où sont les prestataires, chez qui ils sont. Voilà. Donc il y a vraiment une notion de complexité de la catégorie qui pousse à avoir une solution dédiée. Et le positionnement finalement d'Eleven VMS, d'ailleurs c'est un nouveau nom, faut le dire. Hein. Merci d'annoncer ça. Alors Eleven VMS, on a annoncé la création de cette nouvelle marque il y a 2 semaines maintenant. C'est l'émanation de toute l'activité VMS de Little Big Connection qui existe depuis, donc je disais, plus de 10 ans, et l'accélération de ce marché nous a poussé vraiment à dissocier finalement l'offre
historique de Little Big Connection, qui était la place de marché et la partie VMS, et créer une marque dédiée. Donc, cette marque dédiée, c'est Eleven VMS, aujourd'hui, que j'ai le plaisir de diriger, qui finalement a toujours les mêmes objectifs qu'avant, lorsqu'on était encore dans Little Big Connection. C'était juste un besoin de clarification. Mais donc, nos objectifs, c'est d'apporter donc une solution digitale pour centraliser les prestations intellectuelles, simplifier tout le cycle d'achat et la gestion des prestations, et permettre aux achats un pilotage intelligent de ces prestations. Donc vous allez plus loin encore sur ce qu'est un VMS classique finalement. Ah, on va beaucoup plus loin. Bah, le marché nous pousse à aller beaucoup plus loin. On sent une demande très forte. Et effectivement, aujourd'hui, on intègre des solutions d'intelligence artificielle de plus en plus fortes. On va aller beaucoup plus loin. On s'intègre vraiment comme un partenaire stratégique de nos clients pour finalement les aider dans leur stratégie de pilotage et pas être uniquement une solution outil. Donc voilà, on existe depuis 2 semaines, mais on a déjà de beaux chiffres à présenter puisqu'on a un historique. Donc aujourd'hui, on est leader en fait sur le VMS en France et en Europe, puisqu'on est 130 collaborateurs à travailler sur le VMS, ce qui est une grande équipe aujourd'hui. On accompagne plus de 75 clients, grands comptes internationaux et français, et on permet de gérer un peu plus de 7 milliards d'euros de transactions. C'est quoi les prérequis pour justement être sur les bons rails de la mise en place d'un VMS? Comment on fait passer les gens d'un Excel à une plateforme de pilotage? Le premier point et le premier réflexe déjà, c'est d'identifier les attentes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un VMS et qu'est-ce que n'est pas un VMS? Ouais. Donc déjà, je vais peut-être commencer par qu'est-ce que n'est pas un VMS? Un VMS, c'est surtout pas un outil achat pour les achats. C'est pas un outil qui est amené à venir complexifier les process, à rajouter de la lourdeur. C'est un outil qui, au contraire, doit être déployé dans une collaboration totale avec les fonctions métiers, avec les prescripteurs, et qui doit être orienté comme un outil de productivité. L'objectif, c'est que tout le monde soit ravi d'utiliser ce VMS pour piloter ses prestations. Et donc, pour qu'il soit ravi, il faut qu'il y voit un intérêt. Les intérêts, c'est l'automatisation, l'intelligence artificielle. Des exemples aujourd'hui, dans l'aide à la sélection, par exemple, on va intégrer de l'intelligence artificielle pour aider entre le matching entre un besoin émis et une proposition. Et donc, c'est la base. Si un acheteur veut bénéficier et sentir les bénéfices de son VMS, il doit s'assurer que ce soit déjà un outil bien adopté par ses prescripteurs. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut plus voir le VMS comme ce que c'était avant, c'est-à-dire un outil déjà que de sourcing, et surtout un outil pour piloter le time and material ou ce qu'on appelle la régie. Aujourd'hui, ça doit aller beaucoup plus loin. Notre objectif numéro 1, c'est la centralisation. On doit pouvoir intégrer toutes les typologies d'externalisation. Et notamment, on en avait parlé ensemble il y a peut-être un mois ou deux, les projets au forfait, qui est en fait un gros projet sur lequel nous on travaille depuis maintenant plus de 3 ans. On a co-construit avec nos clients, dont beaucoup Total Energy, pour sortir le module de gestion des projets au forfait le plus avancé, puisqu'en fait, si vraiment on veut que le VMS prenne son entièreté, il doit tout centraliser. Et enfin, ça ne doit surtout pas être un outil isolé. Aujourd'hui, certains clients commencent comme ça, on met le VMS en standalone pour déjà sentir les ROI, mais il faut vraiment avoir une stratégie complète, de l'intégrer dans un target operating model complet, dans un flux qui est unifié pour les utilisateurs, et donc tout simplement l'intégrer avec les outils ERP, que ce soit en amont, en aval. Ce qu'on fait beaucoup, là, cette année encore, on a déployé le client Euronext, sur lequel on a vraiment participé à un projet vraiment global de Total Workforce Management, dans lequel le VMS est une partie de ce projet. On vient s'intégrer avec des outils de gestion de ressources, des outils achats, des outils d'onboarding des consultants, et donc on crée un SI unifié. D'accord, donc si je comprends bien, on peut avoir son SRM, son S2P, son P2P, et puis avoir aussi un VMS qui vient en fait se plugger et puis donner davantage de visibilité sur son pilotage. Absolument. Et en fait, ce qu'il faut bien définir, c'est quelle solution sert à quoi. Typiquement, un prescripteur qui doit aller chercher une ressource, il n'a aucun intérêt à aller sur une solution achat. C'est pas son objectif. Il n'est pas son objectif, c'est pas d'acheter ou de respecter un process, c'est de trouver une ressource, c'est de pouvoir être guidé vers les bons fournisseurs pour répondre à sa ressource et de pouvoir l'aider à la sélection. Donc c'est ce que nous,
on fait. On vient être la solution qui rend les opérationnels autonomes dans tout ce process-là. Et toute la partie gestion, toute la partie pure achat, elle est en toile de fond. Elle est bien entendu intégrée dans le VMS, mais il faut effectivement une intégration complète. Donc on bosse beaucoup pour ça, pour que tout soit ouvert et qu'on puisse se connecter effectivement. Alors vous évoquez de façon à propos le côté autonomie des métiers. Oui. Justement, il y a vraiment, dans cette partie prestation intellectuelle, finalement, ce sont les métiers qui achètent et non pas les achats vraiment, qui achètent. Comment vous participez à cet onboarding des métiers, au fait que finalement ce soit assez plug and play, que ce soit le plus intuitif possible pour que les métiers ne se disent pas les achats, ils nous cassent les pieds avec leurs solutions et finalement, c'est génial ce que j'utilise et ça me permet d'être vraiment meilleur dans ce que je fais. Alors, c'est un très bon point. Donc, je vais revenir sur comment on le fait nous au niveau de l'outil, mais déjà en fait, c'est dans la manière de déployer ce VMS, il faut bien respecter le triptyque assez classique qu'on pousse dans l'ensemble de déploiement d'outils, c'est people, process et tool. Donc, il faut un bon outil, ça on est là pour le faire, mais il faut déjà aussi les bonnes personnes pour le déployer et déjà chez le client. Et notamment, il faut bien s'entourer. On avait fait aussi ensemble une étude sur les parties prenantes à embarquer lors d'un déploiement d'un VMS. C'est très important qu'il y ait soit un projet collaboratif entre les achats, mais également les directions métiers et notamment la DSI. C'est pas toujours simple. Parfois, on entend dire le DSI, la DSI n'est pas forcément pour ajouter un outil intermédiaire. DSI, dans tous les cas, il est pour aller chercher de l'optimisation, aller s'assurer qu'il y a un bon suivi de prestations, aller avoir des bénéfices sur les opérations. Donc, si on amène bien les choses, on arrive à embarquer les bonnes personnes. Donc, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est les process. C'est OK, on sait qu'on veut y aller. Maintenant, quelle est la bonne démarche? Et nous, on accompagne beaucoup pour ça. Généralement, nos clients, quand on commence à les déployer, on a travaillé pendant plus d'1 an avec eux sur la définition des ROI, le Target Operating Model, comprendre bien l'environnement SI pour savoir qu'on s'intègre bien et finalement définir à la fin, on sait exactement la feuille de route qu'on veut mener et les objectifs qu'on veut atteindre et piloter tous ensemble. Et le dernier point, c'est l'outil. Et donc là, il faut avoir la bonne solution. L'ergonomie est forcément au centre des sujets d'adoption. Il faut que ce soit simple. Et donc l'ergonomie, c'est l'interface utilisateur. Il faut que ce soit simple, intuitif, mais surtout, il faut que ce soit automatisé. Un prescripteur, il s'attend à arriver sur une plateforme. Lui, tout ce qu'il veut, c'est trouver sa ressource, trouver le bon prestataire. Il doit mettre les informations qu'il a et ensuite on doit le guider. On doit l'aider à rédiger son appel d'offres. On doit l'aider à solliciter les bons prestataires du panel en respectant les règles, bien sûr, mais avec un objectif de bonne mise en concurrence. L'aider à sélectionner, l'aider à gérer la réception de services. Pour lui, ça doit être vraiment une réduction au maximum du temps passé à administrer finalement ces missions, ces prestations. On est sur la deuxième brique, simplification. Exactement, simplification. Et voilà. Et justement, après, si on est vraiment sur les bénéfices concrets, première question, est-ce que vous accompagnez aussi stratégiquement, parce que je pense qu'il y a aussi une question d'indicateur de se dire comment je vais piloter tout ça, quand on est un peu nouveau sur le monde du VMS, quand on est acheteur, est-ce qu'il y a un accompagnement justement sur ce côté un peu strat? Oui, bien sûr. Ça, on le fait à tout moment. Nous, effectivement, comme on est sur un marché qui gagne encore en maturité, finalement, c'est très rare qu'on vienne nous voir en disant « Oh, au fait, je veux un VMS, je sais exactement ce que je veux, présente-moi ta solution ». Souvent, on est plutôt proactif, on vient accompagner, on a des équipes pour ça. On a aussi de plus en plus de partenaires. Les cabinets achats commence à bien se concentrer sur les sujets du VMS. Et donc forcément, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un panorama aujourd'hui de l'existant. On essaye de comprendre où en sont les prestations, où en est le panel, où en est la société dans sa stratégie de référencement. Quelles sont les ressources aussi en interne pour les gérer, parce qu'on a des entreprises qui ont beaucoup d'acheteurs de prestats, mais c'est quand même assez rare finalement. Donc nous, on a des clients qui viennent nous dire je suis tout seul, je dois gérer 600 prestats, comment je fais? Et donc effectivement, on accompagne sur tout ça parce que il faut aussi, avant de démarrer, il faut qu'il y ait un aval forcément de la direction et donc on ait bien défini ensemble les ROI et le process. Donc vous évoquiez ça avant, Romain, des gains très concrets en termes de rationalisation de panel ou du moins de sourcing, de capacité de sourcing, le côté embarquement, le côté people et puis le côté aussi productivité. Quel autre gain aussi encore à attendre? Après, il y a des gains forcément immédiats qui sont financiers. Si vous faites tout ce qu'on a dit, c'est déjà pas mal. Ouais, non, mais si vous respectez bien, si vous embarquez vraiment le projet, vous êtes quasiment sûr. Enfin, vous êtes sûr en fait, parce qu'on l'a vécu, d'avoir des bénéfices immédiats. Le premier bénéfice, c'est une baisse tout simplement
des budgets de prestations intellectuelles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'idée, c'est pas de venir réduire et casser les TJM des fournisseurs, hein, pas du tout. L'idée, c'est en revanche d'avoir un pilotage complet pour s'assurer qu'en fait, pour chaque besoin, il y ait une mise en concurrence qui soit saine, les bons prestataires soient sollicités, on ait une bonne vision des bons prix du marché et on est certain d'avoir la bonne ressource au bon moment, aux bonnes conditions. Donc il y a déjà un effet immédiat sur les budgets en général de prestations intellectuelles. Nous, on enregistre en moyenne une baisse de 11% sur la première année en fait, de post-déploiement du VMS, ce qui est quand même très conséquent. D'accord, donc grâce au benchmark et à la mise en concurrence. Grâce à la mise en concurrence, grâce au meilleur pilotage, grâce effectivement, l'un des premiers axes sur lesquels nos clients ils nous demandent de travailler, c'est de baisser le gré à gré. Finalement, ou en tout cas de l'identifier. Et on l'identifie grâce au VMS. Donc effectivement, la concurrence pousse. Et également, il y en a, c'est beaucoup plus stratégique, c'est que grâce à toutes les données que je vais récolter, nous on a un dashboard intelligent qui permet vraiment d'analyser la performance des fournisseurs par code profil, en fonction des typologies de profil, en fonction des régions, en fonction des seniorités, et donc finalement de venir affiner son panel pour être certain que pour chaque besoin, on a le panel le plus optimisé dans un mode de référencement dynamique aussi. Justement, la volonté de réduire le gré à gré chez vos clients, c'est une volonté de rationaliser le panel ou bien de se dire qu'il y a moins d'achats sauvages ou encore que ça rentre dans les contrats cadres, La réduction du gré à gré, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est vraiment ce qu'on entend le plus. Pour quelle raison ? C'est qu'en fait, les achats, ils travaillent à définir un panel qui répond aux besoins. Alors, bien entendu, ça ne répond jamais à 100% du besoin, mais en fait, tout est fait vraiment pour s'assurer de mettre entre les mains des opérationnels les fournisseurs qui vont permettre de répondre à leurs besoins au bon moment et avec les bonnes conditions. Et en fait, si on ne fait pas jouer ce panel, si vous êtes une ESN, vous faites le travail d'être référencé, vous respectez vos contrats cadres, vous négociez, et à la fin, vous ne recevez pas vos appels d'offres parce que finalement, celui d'à côté a une meilleure relation X ou Y, ben en fait, vous venez casser finalement toute, à la fois la stratégie qu'il y a et aussi également la relation entre les fournisseurs et la société. Donc vraiment, le gré à gré, on sent vraiment que c'est le sujet que veulent tacler la plupart de nos clients. Et on est assez surpris de voir le taux assez faible au départ de mise en concurrence quand on déploie le VMS pour la première fois, parce qu'on démarre avec des régulations de mission pour un peu se rendre compte du panorama. On se rend compte qu'il y a un taux de gré à gré assez fort, et puis il baisse très rapidement. L'objectif, c'est pas non plus de mettre tout le monde en concurrence et de mettre 200 fournisseurs à chaque besoin, mais c'est de s'assurer que pour chaque besoin, vraiment, on ait identifié ceux qui étaient le plus à même de répondre et qui sont sollicités, et que tout le monde puisse jouer le jeu et qu'on sélectionne sur les critères de ce moment-là. Un fournisseur peut être performant à l'instant T et un mois après, c'en est un autre qui a la bonne ressource au bon moment. C'est ça, on est sur des ressources d'ailleurs qui sont agiles, qui bougent. Donc on ne peut pas savoir à l'avance qui va être le bon prestat pour répondre à ce besoin précis. Message est très clair, Romain. Pour conclure, si on doit retenir un ou deux messages clés sur les leviers de performance pour la direction achat dans l'emploi d'un VMS intelligent, qu'est-ce qu'on doit retenir ? Les leviers, je dirais vraiment, déjà anticiper. Si vous n'êtes pas encore dans la démarche, c'est que vous n'avez pas forcément encore anticipé. Donc, commencez à y réfléchir. En tout cas, on est là pour vous accompagner. Comme je vous disais, entre le moment où on commence à avoir les premières interactions, le moment où on met en place, nous, le VMS, il peut y avoir un an, voire 2. Ensuite, il y a tout le process de mise en place, de sélection et autres. Donc, commencez déjà à y réfléchir. Faites un panorama aujourd'hui de votre statut, où est-ce que vous en êtes de vos dépenses, et si vous commencez à avoir des doutes, c'est pas grave, c'est normal, c'est juste que vous n'avez pas de VMS. Donc allez voir, on a sorti notre nouveau site là, du coup, avec la création de la marque. Donc allez jeter un œil, contactez-moi et on en discute. Quand les équipes sont dispo, faites-vous bien accompagner. Effectivement, comme j'ai dit, il y a l'aspect outils, donc s'assurer qu'il y ait les bonnes fonctions qui vous permettent de répondre à vos besoins, mais aussi d'avoir les équipes derrière. C'est pour ça que nous, on a décidé, en lançant cette marque, d'avoir 130 personnes. C'est des personnes au niveau du service, c'est des personnes au niveau du produit, c'est des personnes au niveau du déploiement, de la config, parce que vous ne pouvez pas y aller seul. Merci Romain. Alors je rappelle qu'un VMS, c'est un Vendor Management System, il faut quand même le rappeler pour les néophytes. Donc vous n'êtes plus CRO de Little Big Connection, vous êtes maintenant directeur d'Eleven, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Je vous remercie en tout cas pour ces propos très éclairants. Et puis nous allons passer au prochain temps fort. À tout de suite en compagnie de Franklin Brousse, Marianne Larieux et Gilles Tourette. À tout de suite. Merci.